Messieurs de la presse, bonsoir. Très heureux de vous retrouver à nouveau dans ces cadres de redevabilité. Donc ce soir, nous avons le privilège de revenir devant vous avec le ministre de l'intégration régionale, M. Floribert Anzoluni. Avec lui, nous allons revenir sur l'évolution du processus de paix. Mais ce soir, nous allons faire un focus sur la question de FDLR, le Force démocratique pour la libération du Rwanda, que vous entendez parler depuis 30 ans. Et il y a eu une grosse évolution parce qu'aujourd'hui, Monsieur le ministre va le confirmer, ils ont signé un protocole dans les cadres justement de la neutralisation, de la sensibilisation prévue dans les cas des accords de Washington. J'espère que chacun de vous, s'il n'est pas muni de l'accord, pourra y jeter un coup d'œil parce que nous allons beaucoup parler de l'accord de Washington qui a justement ouvert la voie, notamment dans la dimension du CONOPS, qui est rattaché, vous vous souvenez du CONOPS, ce document qui a été élaboré à Luanda, qui parlait d'une part des retraits des troupes rwandaises, qu'on appelle mesures de défense dans le document, mais aussi la question de la neutralisation des FDLR qui passait d'abord par la sensibilisation. Et donc ce soir, vous avez eu l'occasion de le voir plusieurs fois, le ministre de l'intégration régionale vient de boucler une tournée euro-africaine où il a eu l'occasion de présenter justement ces documents, l'évolution de cette situation aux différents chefs d'État. Et ce soir, nous voulons donc faire le point sur le sujet de manière détaillée avec la pédagogie nécessaire pour permettre aux uns aux autres de comprendre que cette question utilisée depuis 30 ans comme prétexte par le Rwanda pour nous agresser, en réalité, n'est pas une question qui devrait poser autant de problèmes parce qu'il s'agit des Rwandais qui doivent rentrer au Rwanda, travailler au Rwanda et laisser la République démocratique du Congo évoluer dans son processus de développement sous le leadership du président Félix-Antoine Tshisekedi. Monsieur le ministre, bonsoir. Très heureux de vous retrouver à nouveau dans ces cadres de redevabilité. Nous vous recevons ce soir en réalité pour que vous puissiez nous faire le point de la tournée récente que vous avez effectuée, comme je le disais tout à l'heure, et qui avait comme point principal la question des FDLR avec l'évolution que l'on a notée. Je vous laisse alors le temps de vous étaler pour nous expliquer comment cela a commencé, où est-ce que nous en sommes et quelles sont les prochaines étapes. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Alors, merci beaucoup, Monsieur le ministre, chers collègues et chers frères. Effectivement, on va aujourd'hui parler des engagements qui ont été pris par la RDC dans le cadre de l'accord de Washington. Alors, vous allez permettre que ce soit un exercice un peu pédagogique au vu de l'importance du sujet que nous allons aborder. Comme vous le savez tous, le 4 décembre dernier, la République démocratique du Congo a signé un accord de paix à Washington sous la facilitation des États-Unis, du président américain, avec le Rwanda, accord de paix auquel était adossé un certain nombre d'engagements des deux parties. Et ces engagements se retrouvent en partie dans ce que vous connaissez probablement, le CONOPS, le concept opérationnel qui reprend l'opérationnalisation des différentes étapes. Alors, dans le cadre de ce CONOPS et de ces engagements, la RDC s'est engagée, le Rwanda s'est engagé tout d'abord à retirer ses troupes de la RDC, à quitter le territoire congolais. C'est ce qu'ils ont appelé la levée des mesures défensives. Et la RDC s'est engagée à neutraliser le mouvement rwandais, rebelle rwandais FDLR. Par neutralisation, nous entendons réduire ce que le Rwanda qualifie de menace, la menace que représenteraient les FDLR vis-à-vis du Rwanda. Et donc aujourd'hui, nous sommes heureux de vous annoncer, c'est la raison de notre briefing, de vous annoncer qu'il y a eu une évolution importante dans ce sens-là. Les FDLR, après un long processus, donc, comme l'a dit mon collègue, viennent de signer un protocole de démilitarisation, démobilisation et de cantonnement. Alors, permettez que je revienne brièvement sur l'historique des FDLR, parce que ça va nous permettre de comprendre d'où nous venons et où est-ce que nous allons. Les FDLR, c'est un mouvement rwandais, un mouvement rebelle rwandais, qui est issu des groupes finalement de populations rwandaises qui sont venus, qui se sont réfugiés en RDC
depuis 1994 et le génocide au Rwanda, lorsque des centaines de milliers de Rwandais s'étaient réfugiés à l'est de la RDC. Sans revenir dans les détails, le FDLR est donc l'un des groupes qui est né de cette, on va dire, de cet exil, de cet exode des populations rwandaises à la suite de ce génocide. Et donc, ils sont nés, le FDLR est né en 2000. Ça aussi, c'est très important. C'est un mouvement qui est né en 2000, depuis maintenant un peu plus de 25 ans. Alors, dans le cadre de ces accords de Washington et du CONOPS, très important, nous étions donc, nous, engagés à neutraliser, donc réduire, j'insiste bien, réduire la menace, ce qui est identifié comme une menace par le Rwanda, neutraliser les FDLR par deux mécanismes, soit par la sensibilisation, et si la sensibilisation ne permettait pas d'atteindre cet objectif-là, par la force, ça veut dire par un déploiement militaire. Je tiens également quand même à ouvrir une parenthèse sur cette question de risque ou de danger des FDLR, parce que nous, RDC, nous avons toujours soutenu et nous continuons à soutenir que cette question des FDLR est très clairement, une manipulation du Rwanda qui a utilisé et continue d'utiliser cette question pour cacher l'objectif qui est aujourd'hui connu de son agression, qui est bien évidemment, qui sont liées aux ressources, au contrôle des ressources naturelles congolaises. Pour preuve, lorsque cette nouvelle agression ou cette guerre qui nous est imposée commence, il vous souviendra que le Rwanda a déclaré ne pas avoir d'hommes sur le territoire congolais. Un peu avant que cette guerre ne commence, il y a l'ancien ambassadeur, je pense, M. Karega, je crois que si on a la d'ailleurs qu'il y a probablement une vidéo, qui avait également déclaré que la menace FDLR était quasiment nulle et que finalement la RDC avait réussi à réduire cette menace et qu'il n'y avait plus de raison de considérer les FDLR comme une menace. S'ensuit alors la guerre au début de laquelle le même Rwanda nous dit « nous ne sommes pas impliqués », mais lorsque les preuves ont été suffisamment importantes pour ne plus permettre ce rejet, le Rwanda a changé de position et a justifié sa présence sur le sol congolais par cette question des FDLR. Donc j'insiste, je commence par vous dire que nous estimons en tant que gouvernement congolais que cette question est manipulée, mais nous avons en toute responsabilité pris l'engagement de mener les actions qu'il faudra pour pouvoir neutraliser ces FDLR. Et donc dans le cadre de ces accords et du CONOPS, il y avait la phase de sensibilisation suivie de la phase de neutralisation par la force. Depuis le mois d'octobre de l'année dernière, la RDC a commencé cette phase de sensibilisation. Donc nous avons procédé à une sensibilisation communautaire avec d'ailleurs le concours de la MONUSCO à travers différentes activités communautaires de sensibilisation pour attirer les FDLR et les pousser à se rendre, on va dire, volontairement. L'objectif de la sensibilisation est d'avoir une reddition volontaire qui passerait donc par la démobilisation, le désarmement et le cantonnement. N'ayant pas eu de résultats, depuis le mois de mars dernier, nous avions quand même initié, je dis bien initié, un processus de déploiement des troupes sur terrain dans le Nord Kivu, plus précisément à Walikale, où nous avons déployé de mémoire 2 bataillons qui ont également commencé à se préparer à agir pour une neutralisation par la force. Alors cet élément, je pense très clairement, nous pensons à contribuer à accélérer le processus de sensibilisation et nous avons alors été, en tant que gouvernement, contactés par le leadership politique et militaire des FDLR pour pouvoir justement discuter sur les conditions d'une reddition et les conditions d'une démobilisation, démilitarisation, démobilisation et d'un cantonnement. Alors, il est également important de préciser que la question qui se pose, c'est où sont localisés finalement ces FDLR. Là également, lors des discussions, les discussions dans le cadre de suivi qui a été mis en place après les accords de Washington,
nous nous sommes, RDC, Rwanda et le facilitateur, accordés sur le fait que ces FDLR se trouveraient, parce que chacun a identifié où est-ce qu'il pouvait identifier, dans 6 zones, ce qu'on appelait des naïs, 6 zones dans le nord et le sud Kivu, 5 zones localisées dans le nord Kivu et une zone dans le sud Kivu au niveau des hauts plateaux, des plateaux. Alors là également, il est important, nous ne le répétons pas suffisamment, il est important de préciser que toutes les parties ont clairement déterminé que sur les 6 zones, 5 zones sont hors de contrôle de l'armée congolaise et sous contrôle du Rwanda /AFC M23. Donc il s'agit de 4 zones dans le nord Kivu et une zone dans le sud Kivu. Et la seule zone dans laquelle il a été identifié potentiellement des FDLR et qui est aujourd'hui sous contrôle de la RDC, c'est donc dans la zone du Grand Nord dans laquelle se trouve Walikale. C'est pour cette raison que le déploiement militaire qui avait été effectué a été effectué à Walikale. Donc vous comprenez que la zone, j'insiste, les 5 zones dans lesquelles, sur les 6, sont sous le contrôle du Rwanda. Alors, nous avons donc entamé ces discussions avec le leadership politique et militaire qui ont abouti à la signature par le mouvement FDLR de ce protocole de désarmement, démobilisation et de cantonnement qui est subdivisé en 3 grandes parties. La première partie, c'est bien évidemment le préambule. Il est important parce que nous devons préciser très clairement que ce protocole a comme sous-bassement unique l'accord de Washington. Nous avons exigé à ce que le sous-bassement de ce protocole soit l'accord de Washington, bien évidemment auquel est adossé le fameux CONOPS, le concept opérationnel. Deuxièmement, les FDLR se sont également engagés, ça c'est un point important pour ce qui est de l'impunité, se sont également engagés à ce que toute personne, tout combattant pour lesquels des preuves existent et pour avoir commis des crimes graves, des crimes contre l'humanité et d'autres crimes imprescriptibles, puisse être jugé conformément au respect, bien évidemment, du droit international et dans une juridiction suffisamment indépendante pour être jugé. Ça, c'est ce que nous avons dans le préambule. Ensuite, nous avons les engagements. Pour ce qui est des engagements, les FDLR se sont engagés d'abord dans une première phase à accepter une démilitarisation, une démobilisation, suivie d'un cantonnement sous, on va dire, 2 conditions, si on peut appeler ça comme ça. Je dirais plutôt si deux de ces éléments sont garantis. Le premier élément, c'est que ce cantonnement, cette démobilisation et ce cantonnement, se fassent dans des camps qui soient suffisamment sécurisés. Ensuite, des camps sécurisés et viables. Cette exigence est extrêmement importante parce que dans le passé, il y a eu des tentatives de démobilisation, on va dire volontaires, qui ont échoué parce que le Rwanda avait, dans certains cas, attaqué des camps de démobilisation et dans d'autres cas, la viabilité posait problème. Donc ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est de pouvoir que nous puissions leur garantir que les démobilisés ne seront pas retournés de force, ou en tout cas par la force au Rwanda. Et là, encore une fois, c'est le droit international, humanitaire ou international qui nous couvre. Le retour doit être volontaire. Donc nous avons estimé que ces 2 conditions étaient complètement, globalement acceptables. Dans une deuxième phase, les FDLR se sont également engagés à dissoudre leur mouvement de manière définitive et à retourner au Rwanda, mais là également sous 2, on va dire, conditions, si on peut dire ça comme ça. La première des conditions, c'est que la question des réfugiés puisse être prise en compte. Cette question, si vous vous souvenez du bref historique que je vous ai donné, l'origine en réalité de ce problème, qui est venu de l'extérieur suite à une guerre à laquelle la RDC n'avait absolument aucune implication, massif
des centaines de milliers de réfugiés dans l'est de la RDC. Aujourd'hui, nous avons plus de 300 000 à 400 000 réfugiés dont le statut n'est pas clairement défini, ce qui, très clairement, si il n'y a aucune solution qui est trouvée par rapport à cette question, eh bien, demain, le Rwanda pourra encore une fois nous dire que les réfugiés qui sont au Congo sont tous, ce qui a déjà été dit d'ailleurs, sont tous des potentiels FDLR. Et donc, par rapport à cette question, il est également important de préciser que des tripartites ont lieu entre la RDC et le Rwanda il y a quelques semaines, et le HCR, pardon. Il y a quelques semaines encore, le vice-premier ministre de l'Intérieur avait donc signé cet accord tripartite qui devrait permettre de travailler sur le retour des réfugiés. La deuxième condition qui a été donnée pour le retour concerne la situation, on va dire, sécuritaire, la situation des droits de l'homme. Ils estiment que le Rwanda aujourd'hui ne leur permet pas de rentrer dans des conditions sécurisées, suffisamment sécurisées, et donc ils demandent à ce que la région et la communauté internationale puissent aider à ce que l'environnement au Rwanda soit plus favorable à un retour sécurisé et dans le respect des différents droits de l'homme et autres droits. Alors, nous comprenons et nous avons bien compris que ces conditions pourraient soit ne pas être remplies immédiatement ou dans un délai pas suffisamment acceptable pour la RDC. C'est comme ça que nous avons intégré une alternative qu'ils ont acceptée, celle de dire que si ces conditions ne sont pas remplies, alors les combattants et leurs dépendants qui ne se sentiront pas suffisamment sécurisés pour entrer au Rwanda auront la possibilité d'être relocalisés dans un ou plusieurs pays tiers. C'est un élément extrêmement important parce que nous voulons retirer cet alibi, ce que nous considérons être un alibi, et cette manipulation permanente par rapport au FDLR. Et donc, une fois qu'ils sont démobilisés, soit ils rentrent au Rwanda, ou alors, si les conditions ne sont pas remplies, ils pourraient alors, pour ceux qui le souhaiteront, aller dans un pays tiers. Il y a un pays aujourd'hui africain qui a déjà fait part de sa disponibilité à les recevoir. D'autres discussions sont en cours. Donc ça également, c'est un élément extrêmement important. Et finalement, dans le cas de cet accord, de ce protocole signé par les FDLR, nous allons en place une vie de col, ou en tout cas suivi du processus de démobilisation et de cantonnement, dans lequel nous allons inclure les différents partenaires régionaux et internationaux et d'autres partenaires techniques qui ont de l'expertise sur la question, afin justement de renforcer la fiabilité de ce processus, qu'on ne dise pas que c'est un processus congolais qui a été fabriqué par les Congolais, et puis de nous assurer justement que la mise en œuvre pourra être suffisamment efficace pour que dans les mois à venir, ce processus puisse aboutir et que nous retirions de manière définitive cet alibi au Rwanda. La conséquence aujourd'hui est que ce tournant important confirme donc, contrairement à ce que le Rwanda ne cesse de dire, que la RDC, la République démocratique du Congo, le président de la République, le gouvernement de la République démocratique du Congo, nous sommes pleinement engagés dans le processus de paix. Nous avons travaillé et nous continuons à travailler sur le respect de nos engagements. Ce tournant est quand même une preuve suffisante de cet engagement et que nous allons pouvoir alors cette fois-ci exiger, encore une fois, ce qui est déjà une exigence des accords de Washington aujourd'hui, exiger le retrait sans condition des troupes rwandaises de la République démocratique du Congo. Voilà un petit peu ce que nous voulions partager avec vous. C'est une information extrêmement importante et je pense qu'il est important que l'opinion congolaise, que la population congolaise s'approprie également donc ce processus. Merci. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour avoir été clair et pédagogique sur le sujet. Je rappelle
comme le ministre l'a dit, le fondement, c'est qui est fait, c'est dans les accords de Washington, typiquement. Pour ceux qui ont ce document, ils peuvent regarder à partir de la page 25, qui parle du CONOPS et qui séquence les actions qui doivent être mises en œuvre. Je voudrais, à la suite de ce que le ministre a dit, faire un petit rappel qu'au début de cette agression, les Rwandais utilisaient 3 prétextes. Le premier prétexte, il disait qu'en République démocratique du Congo, il y a ce qu'on appelle le discours de haine. Il y a un discours de stigmatisation contre les Tutsis, un discours de stigmatisation contre les communautés Banyamulenge. Je n'ai peut-être pas besoin de revenir dessus, mais je crois que tous les jours, lorsque vous regardez la télévision nationale, vous avez le président de la République qui est tout aussi le rempart contre la discrimination faite contre toutes les communautés, dire et rappeler que les Banyamulenge sont des Congolais et que nous avons des compatriotes Tutsis en République démocratique du Congo. Nous avons réussi, grâce d'ailleurs à vous d'ailleurs, certains les médias, à casser, à couper cet alibi parce que, y compris dans vos plateaux, nous ne laissons pas d'espace à ce type de discours. Même si le président rwandais, qui n'a jamais reçu mandat d'une quelconque communauté congolaise, se permet de massacrer des populations sous prétexte de protéger une communauté. Souvenez-vous de ce qui s'est passé à Uvira, qui dénotait clairement cette instrumentalisation de la communauté Banyamulenge et qui ne lui a jamais du reste donné un quelconque mandat pour aller dans ce sens. Le deuxième point, c'était la question des réfugiés. Tel que le ministre l'a dit ici tout à l'heure, il existe plus de réfugiés rwandais au Congo que des réfugiés congolais au Rwanda. J'étais encore, je me souviens, avec le président de la République à Addis Abeba, avec Antonio Guterres, qui disait au président qu'il faut vider tous les prétextes alignés par le président rwandais. Le ministre de l'intégration régionale l'a évoqué tout à l'heure. Nous avons été au Haut Commissariat pour le réfugié à Genève, où nous avions convenu dans une tripartite. À l'époque, c'était encore le vice-premier ministre Lutundula, avec son homologue rwandaise. On a signé un accord tripartite. Aujourd'hui, il existe un cadre où nous avons déjà listé plus ou moins les réfugiés de part et d'autre. Mais comment pensez-vous que la question, par exemple, des réfugiés congolais qui sont au Rwanda peut se régler si le même Rwanda continue de bombarder, d'occuper illicitement nos territoires et de s'aimer mort et désolation. Et donc, là aussi, nous avons déconstruit ces alibis. Alors, la dernière question que l'on soulève, c'est la question, comme le collègue disait tout à l'heure, la question des FDLR. Avant que je m'étende dessus, collègue, je crois qu'on a retrouvé la vidéo de l'ambassadeur de Rwanda ici en RDC. Je voudrais qu'on le réécoute et puis je reviendrai pour conclure avant qu'on prenne les questions des professionnels des médias. Que nous n'avons aucun intérêt d'attaquer les FDLR aujourd'hui, au moment où les FARDC les ont sérieusement attaqués et ils sont vraiment affaiblis. On en parle très peu. Donc c'est aussi le fruit d'une bonne coopération. Une bonne coopération amène à des résultats qui enlèvent l'élément ou l'épine ou le dans le pays. Ou le prétexte. On va. Mais alors, je vous rappelle, le collègue parlait depuis les années de l'existence de cette Libye et à plusieurs prises avec les forces rwandaises, on a fait des opérations contre ces FDLR. Comment expliquez-vous alors que depuis toutes ces années, la même menace existe? Alors, si vous suivez bien l'ambassadeur rwandais dans ce qu'il disait déjà à l'époque, les forces qui existent, c'est des résidus. Question, pourquoi alors avoir accepté de les neutraliser? Parce que comme je vous l'ai montré depuis les débuts, nous sommes dans une dynamique où nous déconstruisons chaque alibi, chaque prétexte avancé par le Rwanda, parce que nous voulons régler le problème de la sécurité de manière définitive et durable dans la partie est de notre pays. Nous les avons, depuis l'arrivée du président de la République d'ailleurs, on a retourné plus d'1 millier de ces éléments au Rwanda, mais malheureusement, pour le Rwanda, c'est une menace en réalité. Julien Paluku le disait, les FDLR, c'est les cacao, les FDLR, c'est les minerais. En réalité, c'est un prétexte qu'on veut garder de manière permanente et on va même faire une transition malsaine en disant, voilà, c'est l'idéologie génocidaire que nous combattons. Bon, maintenant, on quitte la présence des militaires ou des troupes,
Maintenant, on va dire, on doit combattre l'idéologie génocidaire. Alors, comment combattre une idéologie génocidaire? Est-ce que c'est en bombardant? Est-ce que c'est en prenant prétexte sur la protection d'une communauté qui ne vous a pas mandaté? Ou est-ce que c'est une manière voilée de dire que nous voulons rester au Congo, c'est tellement beau que nous voulons continuer à piller? En réalité, aujourd'hui, dans l'accord de Washington qui a été signé, nous avons mis fin, et d'ailleurs c'est ce qui a toujours mis le président rwandais dans un état second, nous avons mis fin à tous ces prétextes, parce que dans cet accord, qui a deux volets principalement, il y a un volet sécuritaire à travers le CONOPS, dont on a parlé tout à l'heure. Vous voyez que si sur les 6 zones opérationnelles identifiées avec Américains et Rwandais, 5 zones sont sous le contrôle du Rwanda. Et tant qu'ils sont là, nous, on ne peut pas faire des opérations, donc ils doivent quitter notre territoire. L'autre dimension non moins important de cet accord, c'est la partie économique. Avec le droit de grâce économique, pour nous, l'inconnu, on ne peut pas parler d'économie tant qu'on va finir la guerre. Ici, avec cette évolution notable, que le ministre, lorsqu'il répondra à vos questions, il pourra donner des détails, a eu l'occasion de les présenter à tous nos partenaires internationaux. Il y a eu une réunion du comité conjoint de surveillance créé par l'accord où cette question a été soumise. C'est vous dire que pour nous, le point que nous avons atteint, parce que la neutralisation devrait être précédée par la sensibilisation. Et par neutralisation, retenez bien ce que le ministre a dit, neutralisation ne signifie pas tuer. Neutralisation signifie réduire la capacité des nuisances pour que ces forces résiduelles ne représentent plus une menace pour la sécurité du Rwanda. Et là, il y a un document signé qui montrent qu'ils sont disposés. Mais il faut d'eux pour danser le tango. De toute façon, nous faisons notre part et nous espérons dans les jours qui viennent qu'au-delà du travail qui a été encore fait ce matin avec toute la communauté diplomatique que nous avons reçue ce matin avec mon homologue, pour que tout le monde comprenne en réalité que cette question n'est qu'un prétexte et que le Rwanda devrait très rapidement, suivant la résolution 2773, suivant l'accord de Washington, retirer pur et simplement ses troupes. Alors, on va la séquence. Monsieur le ministre, deux petites questions. La première, à combien peut-on évaluer le nombre de FDLR qui sont prêts à être démobilisés et rapatriés? Et puis, la deuxième question, envisagez-vous de prendre de garde-fous ou de mesures pour que ces FDLR, une fois rapatriés, qui ne reviennent plus en RDC et qui ne nous créent plus de problème finalement? Merci. Monsieur le ministre. Alors, pour ce qui est de la première question du nombre, cette question est toujours très polémique et on va dire que chacun a son estimation d'abord du nombre de ceux qui pourraient être démobilisés. Le plus important pour nous, c'est le sérieux du processus. Aujourd'hui, nous avons l'engagement du leadership politique et militaire, eux-mêmes y compris, qu'ils prendront part avec leurs combattants à ce processus de désarmement, de mobilisation, de cantonnement. Et donc, nous allons tout mettre en œuvre pour que la totalité ou l'intégralité de ce qui reste, finalement, vous l'avez entendu, le nombre était déjà assez résiduel, de ce qu'il reste des FDLR puisse prendre part à ce processus de démobilisation. Alors, pour ce qui est des garde-fous, effectivement, c'est pour ça que nous avons, dans le cadre de ce protocole, nous avons mis en place d'abord, nous allons mettre en place un comité, comme je l'ai dit, régional et représenté par des partenaires régionaux et internationaux, y compris des experts sur la question, afin justement de nous assurer que ce processus va suivre le cheminement approprié, pas seulement au niveau de la démobilisation, mais également que les outils qui sont utilisés pourront permettre de ne plus avoir, et comme vous le dites, des retours, parce que nous avons eu dans le passé, il faut le dire également, des cas de FDLR qui ont été rapatriés et qui sont retrouvés dans les différents groupes armés. Donc très clairement, avec le soutien également technique
du PDDRCS, notre mécanisme interne de démobilisation, et de tous les partenaires, on va dire, habituels, MONUSCO et autres, nous allons mettre en place, nous assurer de mettre en place des outils et des mécanismes qui ne devraient plus permettre d'arriver à ce genre de situation. On parle de biométrie, on parle d'empreintes. Donc nous ferons tout ce qui est possible pour éviter ce genre de situation. Voilà. Voilà, on va prendre les questions de M. Patrick Lacoué, qui sera suivi de Mme Merveille Hassani et de M. Marlon Kacham. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Deux questions. La première, c'est que depuis la fin du génocide rwandais, est-ce que toutes les parties prenantes à ces différents processus de paix, de négociation, ont déjà identifié le nombre d'attaques FDLR au Rwanda? Puisque on dit, on le sait, c'est un argument fallacieux, ils sont derrière les minerais, les richesses congolaises, mais est-ce que, à ce jour, que ce soit de la partie rwandaise, que ce soit de la partie communauté internationale ou de la RDC, est-ce que vous avez pu identifier le nombre d'attaques FDLR au Rwanda? Ce processus que vous venez de nous expliquer ici aujourd'hui, est-ce que c'est un nouveau dialogue? Qu'est-ce qui est derrière ce processus? Merci. Alors, je vais commencer par la deuxième question qui me paraît importante. Est-ce que c'est un nouveau dialogue? Bien sûr que non, pas du tout. Comme nous l'avons dit et comme mon collègue l'a dit d'entrée de jeu, nous sommes simplement en train de mettre en œuvre les engagements de la RDC dans le cadre d'un accord qui a été signé à Washington et auquel est annexé un concept opérationnel. Donc il ne s'agit pas d'un nouvel accord, il s'agit simplement, on va dire, de la mise en œuvre des engagements de la RDC, dont le plus important est celui de la neutralisation de ce mouvement. Donc il ne s'agit pas du tout d'un nouveau dialogue ou d'un nouveau processus. Ça, il faut être rassuré par rapport à ça. Deuxièmement, alors pour ce qui est depuis le génocide, les attaques, j'ai personnellement fait des recherches. Et donc, je peux vous dire qu'il y a eu, si pas d'attaques, mais très peu d'attaques sur le sol rwandais. Et finalement, c'est peut-être nous, les Congolais, qui subissons davantage les conséquences de ces différents groupes armés en RDC. Donc c'est ça qui est assez particulier. C'est pour ça que nous continuons à dire et nous insistons sur le fait que c'est une manipulation, c'est une stratégie qui est là pour manipuler. Mais comme l'a dit mon collègue, nous allons aller jusqu'au bout et démontrer de manière méthodique que c'est une manipulation pour qu'une bonne fois pour toutes, nous puissions mettre fin à ces décennies de guerre et de conflits et d'agressions qui nous sont imposées. Voilà. Merci. On va prendre les questions de Mme Merveille Hassani. Merci. Voilà, ma question est adressée à M. Anzoluni. Le FDLR accepte la démobilisation, la démilitarisation, le cantonnement. Alors ma question est de savoir combien de temps durera cette mise en œuvre et est-ce qu'il y a un chronogramme qui a été établi? Et ma deuxième question est de savoir, puisque vous avez dit que la grande partie qu'occupe le FDLR est sous contrôle de rebelles M23, comment comptez-vous procéder à leur démobilisation? Très bien. Alors pour ce qui est du timing, nous avons le PDDRCS, la structure technique de démobilisation de l'État congolais, qui a travaillé sur un plan opérationnel qui inclut un chronogramme et un budget. Nous allons d'ici là officialiser et présenter
officiellement ce plan, après nous être accordé, bien évidemment, avec les différentes parties prenantes. Donc il y aura clairement un chronogramme adossé à ce plan opérationnel qui nous permettra de déterminer dans quel délai nous espérons finaliser ce processus. Alors, pour ce qui est de la partie occupée, effectivement, il est important également de préciser que dans les discussions qu'il y a dans le cadre des accords de Washington, lorsque les 6 zones opérationnelles ont été identifiées, l'accord était également que le Rwanda se retire ses troupes progressivement des différentes zones pour permettre à la RDC de pouvoir procéder à son engagement de neutralisation. Il y a eu un semblant, vous l'avez vu, qui a été fait dans le Nord, mais ensuite le Rwanda s'est arrêté en disant que la RDC ne remplissait pas ses engagements de neutralisation et qu'ils estimaient que nous ne posions aucun acte qui confirmait que nous allions dans le sens du respect de nos engagements. Eh bien, aujourd'hui, il est clairement établi aujourd'hui que nous étions en train d'y travailler et que nous avons un résultat clair et palpable qui devrait maintenant pousser et faire en sorte que le Rwanda puisse commencer à quitter le territoire congolais pour faciliter justement la démobilisation du plus grand nombre de ces combattants, dont la grande majorité se trouve, comme vous l'avez dit, dans les zones qui sont contrôlées par le Rwanda. Pour être plus précis, Monsieur le ministre, ça veut dire qu'il y a le protocole d'accord qui a été signé et les FDLR ont manifesté leur volonté de s'y rendre, mais pour qu'ils s'y rendent, par exemple, dans les zones qui ont été identifiées, il faut que les Rwandais quittent. Tout à fait. Absolument. Mais les premières réactions que nous avions vues des autorités rwandaises ne sont pas de nature à faciliter la mise en œuvre, justement, de ce qui a été signé. Ce qui confirme, encore une fois, ce que nous disons ici, ils ont semblé être, on va dire, surpris du fait que la RDC ait travaillé méthodiquement sur cette question. Et aujourd'hui, bon, ils semblent contester ce que nous avons fait, mais nous restons droits dans nos bottes, comme on dit. Nous allons rester droits, méthodiques, comme je l'ai dit, et nous allons emmener cette question jusqu'au bout parce que il est temps que nous mettions fin, très sincèrement, que nous mettions fin à ce conflit qui a fait beaucoup trop de dégâts au sein de nos populations. D'accord. Voilà, on va prendre les questions de M. Marlin Kachamou et puis ce sera M. Éric Izami. Sur la question de Prince Maïro, j'ai comme l'impression que vous l'avez extrapolé en répondant. Où seront implantés les sites de cantonnement des éléments à démobiliser avant leur rapatriement? N'y a-t-il pas un risque que ces cantonnements deviennent une nouvelle source d'insécurité? Parce que nous savons que les Rwandais sont un peu terribles sur cette question-là. Alors, une deuxième question qui me gêne un tout petit peu de la poser. Est-ce que vous travaillez de connivence avec les Rwandais pour régler cette question aussi épineuse? Alors, une dernière question au ministre de la Communication et Médias, Monsieur le ministre Patrick Mouyaya. Est-ce que nous pouvons déclarer aujourd'hui, sans peur d'être contredits, que tous les prétextes rwandais annoncés par le président Paul Kagame ont été vidés? Moi, j'ai même envie de vous demander d'être un peu plus précis, de rectifier votre question lorsque vous aviez dit tout à l'heure que vous sous-entendiez qu'on travaillait avec le Rwanda. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, mais il faut éviter toute confusion. Nous n'avons pas de travail particulier à faire avec eux, si ce n'est d'obtenir d'eux qui respectent les engagements qui ont été signés et souscrits dans tous les forums internationaux auxquels on a participé. Il y a un accord. Tout ce que nous attendons d'eux, c'est de faire leur part dans le cadre de l'application de l'accord. Alors, sur la question, évidemment, aujourd'hui, avec l'évolution que nous avons, il est clair que nous avons fini tous les prétextes du Rwanda. Il restera évidemment des questions de mise en œuvre, parce que n'oubliez pas, c'est un désarmement, c'est un cantonnement, avec évidemment possibilité de retour au Rwanda, parce que c'est des citoyens rwandais qui ont le droit à la cité là-bas. Nous l'avions fait par les passés, ceux-là doivent aussi être rentrés et trouver leur place au Rwanda. Et donc il y a cette dimension qui est en cours, et pour nous, nous nous donnons le moyen pour que cela devienne
une réalité. Nous connaissons l'attitude de ceux d'en face, parce que là, encore une fois, nous allons, comme pour les autres prétextes, les amener au bout du rouleau pour arriver à démontrer clairement que les FDLR dont ils parlent, c'est nos minerais, les FDLR dont tu parles, c'est moins ces Rwandais qui n'ont pas autant de capacités des nuisances qui les prêtent, sinon ils ne réinventeraient pas le prétexte d'idéologie génocidaire, parce que c'est un concept qui est abstrait. Une idéologie ne se combat pas en occupant les pays d'autrui et en maintenant les pays d'autrui dans une gouvernance par crime. Voilà. Monsieur le ministre. Merci, merci, chers collègues. Alors, sur les sites de, de cantonnement, c'est un point extrêmement important. Cela fait d'ailleurs partie des conditions, l'une des premières conditions qui a été donnée par les FDLR. Quand on a dit sites sécurisés, c'est que ces sites devraient être suffisamment, d'abord, éloignés des zones de combat, parce que la crainte, et nous le savons très bien, ça a eu lieu dans le passé, c'est que ces sites puissent être sabotés. Et bien évidemment, il y a aujourd'hui une analyse qui est en train de se faire pour que ces sites soient localisés dans un endroit le plus approprié. Et pour ne pas justement, comme vous le pouvez le craindre, engendrer plus d'insécurité dans les zones, dans la zone dans laquelle ce site sera installé. Donc tout cela sera présenté au même moment que le plan opérationnel dans les prochains, très prochainement. Alors, pour effectivement renchérir et revenir sur la question liée à savoir si nous travaillons avec le Rwanda, alors moi, peut-être que je l'ai comprise différemment. Est-ce que la question est de savoir si le Rwanda est informé? Nous avons un facilitateur. Ça, c'est pas notre rôle. Nous avons un facilitateur qui a le rôle de s'assurer que chaque partie puisse être informée de différentes évolutions. Et nous avons des réunions périodiques qui sont organisées. Donc oui, le Rwanda, clairement est informé à travers ces différents mécanismes. Notamment les JOC, les comités conjoints de surveillance de l'accord, qui réunit les représentants de la RDC, du Rwanda et des États-Unis. Voilà, on va prendre les questions de M. Eric Izami, qui sera suivi de Mme Chancel Tchala et puis Mme Rachel Kitita. Merci, Excellence, pour la parole. Alors, je voudrais d'abord savoir comment est-ce que vous, au niveau du gouvernement de Kinshasa, ici, vous avez accueilli l'information en rapport avec la marche organisée aujourd'hui aussi bien à Goma qu'à Bukavu pour soutenir le M23 et l'AFC M23. Et deuxièmement, pour le ministre Mouyaya, nous avons déjà, à partir de Kinshasa, levé l'option d'aller au dialogue, mais on a suivi quelques leaders de l'opposition, notamment au niveau de C64, proposer à ce que le chef d'État puisse prendre l'ordonnance avant le 15 août. Comment est-ce que vous réagissez à ça? Et puis, il y en a certains autres aussi leaders qui voudraient obtenir de vous, gouvernement, donc, la participation de M23. Et puis, au ministre Anzuluni, vous avez dit qu'il y a un pays tiers qui serait prêt à accueillir ces FDLR mobilisés, etc. Parce que je sais déjà, a priori, on peut dire que les conditions ne seront pas véritablement remplies du côté de Rwandais parce qu'ils sont toujours animés de mauvaise foi. C'est quel pays comme ça Mais je suis désolé, mais je ne suis pas sûr qu'il vous donnera la réponse. Bon, il aura l'occasion de vous répondre. Juste pour vouloir piquer ma curiosité et en avoir le cœur net. Alors, évidemment, sur votre question sur ce qui s'est passé aujourd'hui, vous avez vu en janvier, lorsque les pères, le Rwanda et les fils M23 ont quitté Uvira, vous avez vu comment la population a manifesté. Vous avez vu aussi, lorsque nous avons arraché notre qualification après notre victoire contre l'Ouzbékistan, comment les populations se sont mobilisées. Il est évident que c'est paradoxal de voir aujourd'hui le bourreau, donc le père et le fils, le Rwanda et le M23, vouloir recourir à la victime, nos populations, pour que les victimes aillent dire à la MONUSCO que vous avez tort de sanctionner ceux qui nous font du mal, ceux qui gouvernent par crime. Regardez un peu le tableau. Ensuite, c'est des billets des banques.
certaines sources rapportent même qu'il y a du renfort en termes de populations venues du père, donc du Rwanda, pour venir créer une petite masse dans la ville et manifester pour que ceux qui sont reconnus mondialement, père et fils, comme de criminels, parce que c'est documenté. Récemment, il y a eu encore une sortie du groupe d'experts pour démontrer comment il règne en viol, en torture sur des paisibles populations. Comment expliquer que cela veut aujourd'hui que cette population aille dire « Écoutez, ne nous sanctionnez plus pour les mal que nous faisons sur cette population ». Il est évident que c'est une supercherie. Et lorsque vous regardez justement les images, et nous saluons le courage, le patriotisme de nos compatriotes qui, malgré la gouvernance par crime, qui, malgré l'occupation, restent debout et fermes, et ils tiennent non seulement à l'intégrité du territoire national, mais ils ne veulent nullement cautionner la manipulation, les menaces, les intimidations qui leur sont imposées par le père, le Rwanda, et les fils, le M23. Alors, vous avez posé la question sur les M23 dans les dialogues. Je voudrais être encore précis sur le sujet. Ici, les accords de Washington, c'est l'accord que nous avons fait avec le père. Premier dialogue. Deuxième dialogue, l'accord cadre de Doha. C'est ce que nous avons fait avec le fils, M23. Dans cet accord, il y a 8 protocoles, notamment le protocole sur la libération de prisonniers ou encore le protocole sur la mise en œuvre d'ailleurs du cessez-le-feu qui balbutie. On y reviendra à une autre occasion. Et il y a 6 autres protocoles. Dialogue avec le père Washington, dialogue avec le fils Doha et les dialogues que nous ferons ici. Je rappelle encore une fois que la crise, elle est d'abord sécuritaire. La crise que nous connaissons, elle est due à l'agression rwandaise, directement par l'armée rwandaise et à travers ses supplétifs. Nous avons les processus de Washington et les processus de Doha qui sont, eux, censés donner la réponse à la crise sécuritaire. Mais parce qu'il y a un autre pendant en interne, parce qu'il y a un besoin pour que nous puissions être mobilisés, les dialogues qui initie et que comptent organiser les présidents de la République, je suis précis à ces sujets-là, a pour vocation de créer un front intérieur contre l'agression. Et donc, ceux du M23, qui sont déjà dans un protocole pris en charge, dans un cadre qui est pris en charge, nous avons déjà signé un accord cadre qui est en cours justement d'implémentation. N'eût été les gesticulations du père et du fils, peut-être que nous aurions déjà avancé dans ces cadres-là. Ceux-là n'ont rien à voir avec le dialogue qui est attendu ici. N'oubliez pas que le point d'intersection dans les dialogues qui est attendu ici, c'est la dénonciation de l'occupation de notre pays par le Rwanda. Alors, est-ce que le fils, dont le père a revendiqué le lien, la filiation, en disant que le sort du Rwanda ou que la survie du Rwanda est rattachée à la survie du fils, comment pensez-vous alors couper des cordons ombilicaux? Ou est-ce que vous voulez que nous puissions accepter qu'on amène le Rwanda, les Rwandais, dans un dialogue entre Congolais qui vise à créer un front interne contre l'agression rwandaise? Où est la logique? Mais de toute façon, le cardinal a prêché par les bons exemples. Il a été clair sur l'agression rwandaise. Je pense que l'exemple du cardinal mérite d'être suivi par tous et de tous ceux qui veulent venir à ces dialogues-là parce que son objectif, il est clair, c'est un front interne contre l'agression rwandaise. Je crois qu'il n'y a pas d'amalgame à se faire entre ce qui relève de Washington, ce qui relève de Doha et ce qui doit relever, je me permets de dire, de Kinshasa ou de la RDC. J'entends dire certains, et ça paraît suspect, que l'on commence à plaider pour que ceux qui ont pris des armes, qui ont déjà un processus au cours duquel ils ont manifesté ce qu'ils souhaitent ou ce qu'ils ont comme intention, mais qu'on arrête alors pour qu'ils viennent ici, où ceux-là ignorent Washington,
ignore Doha, est-ce que vous pensez que ces dialogues-là que nous allons commencer entre nous suffira pour que Kagame retire ses troupes? Avec la complicité du fils aîné, du deuxième fils et des autres fils qui opèrent autour? Je ne suis pas sûr. Alors, pour revenir rapidement sur votre question sur l'ultimatum, écoutez, le président de la République a son agenda. Le président de la République a son timing. Le président de la République a dit qu'il organiserait le dialogue. Le président de la République a dit qu'il prendrait son ordonnance. L'agenda du président de la République ne répond pas à une quelconque forme d'ultimatum. L'agenda du président de la République répond aux impératifs de l'État suivant la direction dans laquelle le président de la République nous a engagés. Et donc, je ne veux pas rentrer, je présume que c'était une idée politiquement politicienne, je ne veux pas rentrer là-dedans, je vais rester dans le fait que le président, comme garant de la nation, a pris un engagement d'engager le pays dans la voie du dialogue, comme dit par le cardinal. Il fera les choses en son temps, il fixera le cadre, et cela ne doit pas être confondu à une quelconque réponse parce qu'il y a eu un ultimatum ou parce qu'il y a eu ceci. N'allons pas là-dedans. Ici, il y a un objectif essentiel, un front contre l'agression rwandaise, et nous cheminons vers là à travers l'initiative du dialogue voulue par le président de la République. Merci. Madame Chancel Tala, s'il vous plaît. Et puis, ce sera Madame Kitita, Welcome Gimbi, et on va terminer par la question de Monsieur Fabrice Anegala. Merci, Monsieur le ministre, pour la parole. Monsieur le ministre Anzuluni, bonsoir. Bonsoir. Vous avez été clair en disant que les dernières attaques de FDLR au Rwanda, vous n'arrivez pas à préciser la date. Alors, à mon avis, depuis que le président Tshisekedi est là, il n'y a eu aucune attaque des FDLR au Rwanda. Vous avez quand même accepté, en tant que gouvernement responsable, de régler ce problème-là. Ça devait être fait simultanément avec le retrait des troupes rwandaises, les cantonnements de M23. Vous avez évoqué la question d'Ouvira, mais Ouvira est arrivé, où on va dire, les Rwandais ont attaqué Ouvira après la signature. La signature concernait d'abord les zones qui étaient préalablement occupées par l'armée rwandaise. Jusque-là, à Goma et à Bukavu, qu'est-ce que les Rwandais ont fait parallèlement au processus que je peux dire excellent que vous avez lancé du côté du gouvernement congolais? Et des deux, vous êtes le ministre de l'intégration régionale. Il y a eu une délégation de la CIRGEL qui est arrivée à Goma il y a peu de temps. Quel est le rôle, comment la RDC répartit le rôle entre la CIRGEL, la SADC, l'Union africaine qui fait partie des médiateurs pour éviter les chevauchements dans le processus et restreindre un peu par-ci, par-là pour que la solution arrive, parce que nos frères souffrent quand même. Monsieur le ministre porte-parole du gouvernement, après l'annonce par la Cour constitutionnelle, j'étais sur place, les opposants, quelques-uns ont réagi et ils ont convoqué une rencontre pour demain. Si jamais, après-demain, ils disaient qu'ils vont reprendre les manifestations parce que Kabound, par exemple, a dit qu'ils ne sont pas d'accord avec ça. Il ne faudrait pas que le président Tshisekedi les malmène, en quelque sorte. Si demain, il reprenait les activités dans la rue, quelle serait la réaction du gouvernement? Bon, écoutez, la première réaction sur cette question, justement, il faut laisser, c'est un processus législatif qui a commencé de l'Assemblée nationale au Sénat. Il est arrivé à la Cour s'est prononcée, elle a jugé conforme à la Constitution avec des réserves sur certaines dispositions. Elle n'a annulé aucun article. Elle a simplement précisé l'interprétation à retenir pour garantir leur conformité à la Constitution. Cette décision valide le cadre juridique du référendum mais ne signifie pas que celui-ci est organisé ou lancé. Alors ici, le processus législatif, pour que s'y termine dans ces contextes, il faut que le président promulgue. Et donc, ne demandez pas au gouvernement de faire un commentaire sur un processus qui a commencé à l'Assemblée et qui passe par la Cour, comme c'est le cas pour toutes les lois. Et donc, les uns et les autres peuvent, par rapport à leur positionnement, réagir, mais n'oubliez pas, madame, qu'on a besoin d'une loi électorale pour faire des élections. Si on veut faire un référendum et que les Congolais doivent se prononcer, on les fait comment? Donc, il faut que chacun fasse son travail, que chacun soit dans son rôle.
Voilà. Monsieur le ministre, pour les questions qui vous concernaient. Merci, cher collègue. Alors, sur la première question, pour être sûr d'avoir bien compris, c'est finalement qu'est-ce qui a été fait par les Rwandais. Alors, il est important de préciser que le retrait des troupes rwandaises de la RDC n'est pas conditionné par la neutralisation. Vous avez suivi l'un des responsables de facilitateurs qui, il y a quelques semaines, avait d'ailleurs donné un ultimatum au Rwanda pour que ces troupes se retirent de la RDC. L'ultimatum, c'était mi-juillet ou fin juillet. Donc, il est clair qu'il n'y a pas de relation immédiate de cause à effet. La RDC a pris l'engagement de lancer son processus de neutralisation, ce qui est fait depuis et qui se confirme aujourd'hui. Donc, le Rwanda devrait très clairement aujourd'hui se retirer. Et c'est ce que nous demandons, nous exigeons une fois de plus. Pour ce qui est des organisations régionales que vous avez citées et de la descente qu'il y a eu à Goma, je présume que vous parlez du comité de, comment on appelle ça, c'est IGVM en anglais, qui est en fait une structure qui a pour mission de contrôler et de s'assurer que le cessez-le-feu soit appliqué. C'est une structure de contrôle qui a été créée par la CIRGL. Chacune de ces organisations a ses objectifs et chacune de ces organisations a d'ailleurs sa zone géographique privilégiée. La CIRGL se focalise sur les pays, on va dire, des Grands Lacs, et elle se focalise d'abord et avant tout sur les questions sécuritaires, raison pour laquelle il y a cette structure qui a été mise en place et qui comprend les différentes parties prenantes qui doivent pouvoir maintenant faire le suivi sur terrain. Donc il n'y a pas de confusion de rôle. Chacune de ces organisations a véritablement un rôle bien précis. La CIRGL, d'ailleurs, que la RDC préside depuis l'année dernière. Voilà. Donc, si je peux me permettre un petit commentaire sur ces sujets-là, n'oubliez pas qu'à Luanda, en décembre 2024, nous devrions normalement signer un accord qui devait mettre fin à cette agression. Mais l'accord n'a pas été signé. Les médiateurs angolais, malgré tout son engagement et toute la bonne foi, il a subi l'absentéisme du président rwandais. Mais cette fois-ci, à Washington, nous avons un médiateur qui dispose de leviers de contraintes. C'est pour ça que vous avez vu des sanctions commencer à tomber sur le Rwanda. Ces sanctions viennent parce que le Rwanda ne respecte pas la signature de son président faite devant le président américain. Et le gouvernement américain est engagé pour que chaque engagement pris par les deux pays puisse être traduit en actes. Nous, dans ce que nous disons, le ministre Anzoluni l'a rappelé, et nous avons régulièrement l'occasion de le rappeler ici, nous faisons notre part. Et nous avons un médiateur qui regarde. Évidemment, les Américains, ils ont sûrement un palier des sanctions qu'ils pourront utiliser à tout moment pour s'assurer que les engagements pris sont respectés. Et nous sommes optimistes, nous ferons notre part, les médiateurs feront la sienne pour que nous puissions atteindre les effets escomptés par l'accord que nous avons signé le 4 décembre 2025 à Washington. Voilà, merci. Madame Kitita, allez-y rapidement, et puis Monsieur Welcome Gimbi, vous poserez les deux questions en série, on va terminer en lingala, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Monsieur le porte-parole, pour la parole. Excusez pour ma voix qui est un peu enrouée. Alors, pour porter la démarche de la neutralisation des FDLR, le ministre s'est rendu en Tanzanie, au Togo, au Burundi, en Ouganda, la France, l'Union européenne, l'Afrique du Sud, la Guinée équatoriale et ensuite le CAC. Pourquoi le choix de ces pays et organisations et quelle a été leur réceptivité sur cette question? Alors, le porte-parole du gouvernement l'a souligné, le Rwanda, à travers son ministère des Affaires étrangères, s'oppose à cette démarche. Qu'est-ce que Kinshasa attend notamment des États-Unis d'Amérique, médiateurs, surtout que l'on sait que l'accord de Washington n'est pas accompagné des mesures
coercitive. Monsieur le porte-parole du gouvernement, tout à l'heure, nous étions au centre culturel de Kinshasa pour la première édition remise des brevets, de la bourse Excellencia nationale par le président de la République à plus de 180 boursiers de la République démocratique du Congo venus de plusieurs provinces. La ministre de l'ESU, finalement, qui va gérer cette bourse nationale, a parlé dans son discours d'un chiffre qui va augmenter selon la vision ou la volonté du gouvernement. À quelle hauteur vous pensez que cette bourse pourrait arriver? Pour combien de boursiers par année? Et qu'est-ce que les futurs boursiers qui vont bénéficier de cette bourse finalement du gouvernement congolais peuvent attendre? Surtout qu'aujourd'hui, vous savez, quand une initiative est privée, l'opinion nationale a confiance, mais quand il s'agit d'une initiative gouvernementale, on ouvre les yeux, on dit qu'il y a beaucoup de désorganisation parce qu'aujourd'hui, la bourse ne fait plus partie intégrante seulement de la fondation Lona que dirige la première dame, qui est l'initiatrice de cette bourse. Alors, j'ai envie de dire que la réponse est dans votre question. Parce que ce que vous avez vu aujourd'hui, c'est le gouvernement qui a le lead. Je ne suis pas sûr qu'en termes de qualité ou en termes d'organisation, c'est minime, si je peux me permettre l'expression. Non. Ici, d'abord, il faut saluer l'initiative de la Première Dame, parce que c'est aussi de cette manière qu'on prouve son altruisme et qu'on démontre que l'engagement le plus important à un certain niveau, c'est d'être en mesure de contribuer à écrire l'avenir de plusieurs. J'ai eu une très longue discussion aujourd'hui avec des jeunes boursiers. Ils font pas le droit, ils font pas comme vous le journalisme, ils font pas de l'économie, ils font les sciences. Il y en a une qui m'a dit qu'elle va faire physique nucléaire, l'autre qui va faire une spécialisation dans les sciences environnementales, l'autre m'a dit qu'elle va faire une spécialisation en ingénierie, l'autre m'a dit qu'il va faire une... En fait, ces enfants qui viennent de partout de la RDC, qui représentent à la fois, j'ai envie de dire, le présent et l'avenir, sont ceux qui vont faire les Congos demain, au regard justement de filières et de la formation. Et quand vous regardez une initiative privée qui donne ses travails, cette contribution à l'État, comment être insensible? Les discours a été fait aujourd'hui par la Première ministre et c'est dire que le gouvernement a pris la question en main. Évidemment, 185, c'est beaucoup, mais c'est peu par rapport au nombre d'enfants que nous avons et au nombre des ambitions que cela suscite. Moi qui vous parle, nous avons tous des enfants de nièces. L'unité des mesures pour les enfants aujourd'hui, c'est d'avoir 80% minimum pour être éligible à la bourse Excellencia, éligible pour faire le test et gagner. Il y a des nièces qui ont fait 84 et d'autres qui ont fait 79, qui regrettent de ne pas avoir atteint les seuils de 80. Ça suscite l'émulation. Et donc, pour un programme comme celui-là, le gouvernement est engagé à l'améliorer, à donner davantage pour que nos enfants puissent aujourd'hui savoir que si je suis les meilleurs de ma promotion dans mon école, je pourrais prétendre avoir cette bourse et penser ma vie autrement. Bon, c'est lui qui a fait 85% aujourd'hui, les meilleurs viennent des Bokele-Allé. Je ne fais pas la publicité de mon ex-école ou de l'école du ministre de la Culture, mais quoi qu'il en soit, tous les enfants partout en RDC doivent se motiver pour être éligibles à ces programmes que le gouvernement va améliorer parce que ce n'est plus une initiative privée, c'est une initiative publique dorénavant. Voilà. C'était une parenthèse qu'on referme parce que le sujet de ce soir, c'est la question des FDLR. Monsieur le ministre, allez-y sur les durs. Alors, sur la question de ce qui justifie les pays qui ont été visités, il faut d'abord préciser que le CONOPS, le concept opérationnel, indique très clairement qu'il ne pourra pas y avoir de solution sécuritaire durable si les pays de la région et d'autres pays, on va dire internationaux, ne sont pas impliqués, ne soutiennent pas, ne sont pas engagés dans le processus. Ça, c'est un élément important. C'est la base même de notre consultation de ces différents pays. Parmi les pays que vous avez cités, ce sont des pays qui, stratégiquement, sont impliqués directement ou indirectement sur la question
et la résolution des conflits en RDC. Vous avez également les présidents des structures régionales. Vous avez le président de la SADC qui est le président sud-africain. Vous avez le président aujourd'hui de l'EAC et du mécanisme de suivi d'Addis Abeba qui est le président Museveni de l'Ouganda. Vous avez le président équato-guinéen qui est le président de la CEAC. Donc il y a d'abord cette représentativité, bien évidemment, des organisations ou des regroupements régionaux. Et puis ensuite, vous avez des acteurs qui sont impliqués, que ce soit en termes de soutien, de facilitation et autres, qui sont impliqués dans ce processus que nous avons consulté. Alors, pour ce qui est du retour, écoutez, lorsque vous avez un processus aussi clair, aussi est mis en place de manière aussi méthodique, il est difficile de le contester. Donc, humblement, il est clair que tous nos interlocuteurs ont vivement, je dis bien vivement, salué cette évolution positive, et nous tenons d'ailleurs à tous les remercier, et ont fait part de leur plein engagement à accompagner le processus de mise en œuvre, parce que c'est la phase qui va suivre, et c'est une phase extrêmement importante, le processus de mise en œuvre, pour que, une bonne fois pour toutes, cette question soit résolue, avec ultimement, bien évidemment, le retrait du Rwanda, la fin de la guerre, et que nous commencions finalement à nous focaliser sur les questions de développement. Monsieur le ministre, je rappelle que ce matin, nous avons eu un briefing avec tout le corps diplomatique accrédité en RDC, dans la suite justement des différentes rencontres que vous avez eues à l'extérieur. Mais il y a un point que vous avez mentionné, c'est que dans ces processus, il y a d'autres acteurs, non de moindres, qui sont impliqués, qui sont reconnus internationalement. Tout à fait. Nous avons également, tout au long de ce processus, afin de nous assurer toujours, notre souci est celui-là, nous assurer que le processus soit suffisamment fiable et acceptable et qu'il n'y ait pas de contestation. Nous avons fait appel à l'expertise de 2 structures internationales qui ont de grandes renommées, qui connaissent cette question des FDLR. Vous avez la communauté Sant'Egidio, la communauté italienne du Vatican, qui est affiliée, on va dire, au Vatican. Vous avez également la structure EIP, qui est l'European Institute for Peace, et qui est également très engagée sur cette question. Ce sont des structures, des experts qui nous accompagnent, qui nous ont accompagnés, qui vont nous accompagner dans les prochaines étapes, toujours dans l'objectif de fiabiliser ce processus. Voilà. Qu'est-ce que Kinshasa attend du médiateur des États-Unis, d'autant plus que le Rwanda ne s'aligne pas sur cette démarche et que l'accord de Washington ne dispose pas de mesures contraignantes? Non, notre objectif n'est pas d'avoir l'accord du Rwanda. Comprenons-nous bien. Nous avons signé un accord dans lequel nous avons pris des engagements. Nous sommes aujourd'hui dans la phase de mise en œuvre de nos engagements. Que le Rwanda ne soit pas satisfait, ça, en quelque sorte, ce n'est pas notre problème. Le facilitateur a apprécié très clairement cette évolution, j'insiste, extrêmement positive, et comme toutes les parties prenantes rencontrées, s'engage à supporter, à soutenir la mise en œuvre de ce processus. C'est tout ce qui nous intéresse, et à la fin de la journée, nous allons arriver à démontrer que c'est une manipulation. Vous dites qu'il n'y a pas de coercition. Bon, nous verrons bien, nous verrons dans le temps ce que ça donnera comme résultat, mais nous restons convaincus que nous sommes en train d'avancer petit à petit vers une solution. Vous n'attendez rien des États-Unis ? Madame Rachel, tout à l'heure, parce qu'on ne va pas se focaliser, nous sommes en train de clôturer. Tout à l'heure, si vous m'avez bien suivi, j'ai parlé des sanctions. Les sanctions, c'est déjà la coercition. Je vous en prie. Monsieur Elkom, allez-y rapidement, s'il vous plaît, on va terminer. Quelques petites préoccupations, monsieur le ministre Anzoloni. D'un pas en arrière, sur un autre aspect, toujours sur cette guerre d'agression dans l'est du pays. D'un pas en arrière, en novembre dernier, Kinshasa a abrité le 9e sommet de la CIRGL. Nous aimerions savoir quels sont les différents bénéfices dont a bénéficié la RDC de 9 pays cooptés au sein de cette organisation sous-régionale, d'autant plus que nous avons un pays parmi lesquels l'Égypte qui a bénéficié doublement de la visite de la RDC. Nous avons eu déjà au mois de juin celle du président de la République, chef de l'État, et un mois après, il y a eu celle de votre collègue, ministre de la Défense nationale. Et j'en profite aussi de la présence du ministre Patrick Muyaya. Dans un pays ami à la RDC, je vais le citer, la France, il y a eu moins d'une semaine passée
le vote d'une proposition de loi interdisant, au niveau du Parlement, interdisant l'utilisation des réseaux sociaux au moins de 15 ans. J'aimerais conceler cela dans le contexte congolais. Est-ce que dans les tiroirs du gouvernement, est-il prévu dans les tout prochains jours un projet de loi qui pourrait être déposé au niveau du Parlement, d'autant plus qu'on connaît que dans le secteur, il y a un peu à boire et à manger. Et dernière question, par rapport au Festival international Sakani, qui par ailleurs constitue une plateforme de potentialité des différentes provinces. Nous aimerions savoir quelles sont les dispositions prises par le gouvernement pour son bon déroulement, notamment sur l'aspect sécurité. De quel festival parlait? Le festival Sakai. D'accord, merci. Je crois que, sur les derniers volets, parce que c'était peut-être pas le point du sujet ce soir, sur les derniers volets du festival, je crois que dans les jours qui viennent, je vais rencontrer les organisateurs. Ça se fait à Kananga, je pense. On aura l'occasion de faire ce qu'il faut pour nous y rendre, parce qu'il faut toujours saluer toutes les initiatives qui rentrent dans le cadre de la cohésion nationale. Sur l'initiative de loi interdisant au moins de 15 ans l'accès aux réseaux sociaux, nous suivons, parce que nous sommes en train, je ne dévoile rien, nous sommes en train de travailler assidûment au niveau du gouvernement, notamment avec la ministre de l'Éducation et plusieurs autres collègues sur une série de directives. Parce que, voyez-vous, les réseaux sociaux sont sûrement des espaces de liberté. Des réseaux sociaux deviennent d'autre part des espaces de libertinage et malheureusement, nous avons l'exemple, nous payons le prix tous les jours et nous voyons aussi ce que ça représente parfois comme toxicité dans la vie de nos enfants. Donc, il y a un impératif qui ne sera pas que légal, parce qu'il ne suffit pas que les députés nationaux adoptent une loi ou que nous fassions une directive, mais il y a des impératifs techniques qui permettent que lorsque nous avons dit que le moins de 15 ans ne peuvent pas accéder aux réseaux sociaux, nous sommes en mesure de les contre-vérifier d'autre part. Donc il y a tout un travail qui s'est fait qui va toucher à la fois l'écosystème. Donc le moment venu, lorsqu'il sera abouti, nous pourrons revenir éventuellement pour vous donner davantage de détails à ces propos-là. Voilà. Merci. Alors sur la question, ce n'est pas le sujet, mais je vais y répondre très brièvement. Sur la question de la CIRGL, il faut rappeler que la CIRGL a pour mission de garantir la paix, la stabilité et le développement entre les pays membres, qui sont pour la plupart des pays de la région des Grands Lacs. Et c'est dans ce cadre-là que la mission de vérification dont nous avons parlé tout à l'heure a été mise en place pour pouvoir vérifier l'effectivité du cessez-le-feu dans le cadre de l'agression et du conflit actuel en RDC. Donc voilà, il y a plusieurs initiatives qui sont en cours pour ce qui concerne la CIRGL et je pense qu'au fur et à mesure, nous pourrons communiquer de manière plus précise là-dessus. Aujourd'hui, il est important de rester sur cette importante communication liée à la neutralisation des FDLR. Merci. Voilà, merci. Alors Fabrice, j'espère que Motuna n'a eu Marambo et Taliba FDLR. Et spécialement, il y a une question en Swahili. J'espère que M. Biobé, c'est lié au sujet du jour, parce que nous voulons rester focus pour que le message puisse être bien compris. Monsieur le ministre, vous pouvez prendre une question en Swahili? Voilà, allez-y rapidement avec vos questions, comme ça on pourra terminer sur cette note-là. Matoni mingi Thomas Patrick Muyaya, Thomas kuangela kamambi ya nzonga bayi Congo démocratique balinko e bapenza elika nini oyo bayi bakosangisa bino na ba Rwandais bapesi na Congo démocratique ete soki ba FDLR bazongi omboka na bango ete batomboki ya M23 bakolongwa bongo na moneleko le Congo démocratique. Nantoma Patrick Muyaya, Zambi mbula matari ya Congo démocratique kubunda pona kozongisa kimia na moneleko le Congo démocratique pe awa na ngambo ya Kwamutu nzokande bosi botie kimia Zambi baye oyo balongwa kina babiteni ya bamboka na bango bazali kozanga makoki ya kozonga mbula matari elobi nini pona batu lina matondi mingi. Ok, Biobé, venez poser votre question, comme ça on les prend une fois pour toutes. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour la parole m'accordée. Mheshimiwa Waziri, wewe ni mzao wa mkoa wa Kivu ya Kusini na moja ya mikoa ambao FDLR wanafanya kazi zao huko, na umesema kwamba kati ya eneo 6, 5 zipo chini ya udhibiti wa Rwanda.
itawezekanaje Kongo kusaidia kutoa FDLR ambao wanapatikana eneo la ambao Rwanda ndio wanadhibiti, na kuna uhusiano gani? Je, FDLR wote wanadhibitiwa na kamanda mmoja, au wale wa mkoa wa Kivu Kusini wana kamanda wao na wa mkoa wa Kivu Kusini mkoa wa Kivu Kaskazini wana kamanda wao? Asante. Alors, peut-être nabanda na Lingala, retrait FDLR, retrait M23. Te tolobi te que retrait FDLR et retrait F23. Pour nous répondre à la question, on a rozonge la oyo ndeko nanga ministre alobaka mikolo nyonso na likama otoa nango na na agression otoza nango koza tata pe bana. Soki tolingi likambo esila, il faut na nuto silisa na tata. Soki tata tosi tosilisi na tata, nde toko silisa malamu lisusu na mwana. Yango wana bomoni ke tangu facilitateur asali ba processus oyo asali yango na niveau mibale. Ya liboso asali accord ya Washington na tata. Ya mibale asali oyo ya Doha na mwana. Donc il faut to régler ba problème wana nyonso na tata na mwana po situation nyonso esila et puis kimia ezonga na mboka. Yango wana tolobi oyo FDLR ezali kama makasi parce que soki tata atiki ko supporter mwana, bon makasi ya mwana pe ekoza susu ndenge moko te. Donc eza nde biloko mibale tozo salela. Sasa aksanti sana ndugu yangu. Sijue kama nilielewa mzuri manani yako ma question yako, lakini hii mazone fasi M23 kama naelewa mzuri, na unauliza kama namna gani tutafanya juu ya kutoa ba FDLR mazone fasi Rwanda iko leo. Sie tuli signé accord de paix. Il est accord tuli signé na facilitateur jina yake États-Unis. Kuile accord si ebote tulisinye na Rwanda na si Rwanda lisema sie tutatoa batu yetu Mkongo, sie tulisema tutatumika juu ya kuneutralize ba FDLR. Sasa leo facilitateur ndio iko katikati, sie tunaleta leo processus yetu, njia yenye tunapana tunakamata sasa ya kusema tuko naenda njia ya kubaneutralize. Facilitateur sasa ndio leo ataikala atasaidia juu Rwanda itoke kule mafasi yote balisema FDLR iko juu FRDC sasa tuendelee na hii démobilisation volontaire. Et ba responsable iko point mot très important, ba responsable militaire na civil njo bali signé bali valider hii protocole. FDLR tunasikia sebote iko organisé, iko na leadership politique, enye iko dirigé par nani monyali signé Victor Biringiro, na iko na leadership militaire banaita Foka, enye iko nayo na nani na leader yake njo nani jina yake ni nani Omega. Bote biko ndani ya processus. Kama leadership uko ndani ya processus, benye banafata leadership, atuna tuko sie ke batafata nye itafanyika kama tunaifanya dans les respects yenye tuli bali lomba. Ndio nye naweza sema. Sijue kama nili répondre à ma question yako. Je crois que c'est l'essentiel. Voilà, le ministre répondait à la question en Swahili sur ce qui s'est fait, notamment l'engagement des responsables à la fois militaires et politiques des FDLR FOCA pour justement les désarmements, le cantonnement, les retours au Rwanda. Nabosani motuna na ote, motuna na ya suka, na kanisi na komema ndeko Eliezer Tambwemposhi awa. Ministre délégué chargé des anciens combattants, oazo lande la makambo ezo leka
na Kwamut na périphérie à Kinshasa, phénomène Mobundo, aya tobetana lisolo, ya makambo ezoleka kuna. Je pense que ceux qui a yende torope sayo et yano, na motuna nayo. Monsieur le ministre, nous avons terminé. C'était long, mais c'était nécessaire parce qu'il fallait repartir un peu de l'histoire et en arriver jusqu'au point où nous en sommes aujourd'hui. Comment concluez-vous l'entretien de ce soir? Alors, en conclusion, aujourd'hui, ce que nous pouvons dire, c'est que la RDC, à travers ce processus, j'insiste, extrêmement important et capital pour l'avenir du pays, confirme une fois de plus, sous le leadership du président Félix Tshisekedi, que la RDC est engagée, pleinement engagée, dans le processus de paix qui doit nous permettre de mettre fin à cette guerre, de mettre fin aux souffrances de nos populations et, comme je le disais, de mettre fin bien évidemment à l'agression pour que nous puissions nous focaliser définitivement sur les questions de développement et sur les questions sociales. Donc nous demandons, chers frères, si vous le permettez, à la population de s'approprier de ce processus. C'est un processus qui n'est pas un processus politique, j'insiste. C'est un processus pour lequel, finalement, c'est l'avenir de tous les Congolais qui est lié à ce processus. Si nous arrivons à porter ce processus jusqu'au bout, le Rwanda n'aura plus d'alibi et clairement, la guerre ou les guerres d'agression qui nous sont qu'il mène depuis ces décennies n'auront plus de raison d'être. Donc il est important que nous tous, nous puissions nous approprier ce processus pour faire en sorte que il puisse aboutir et que nous puissions alors mettre fin à cette agression, à ce conflit. Merci. Monsieur le ministre, je vous remercie. Je rappelle que la démarche que nous avons présentée ce soir fait suite à nos engagements convenus dans les cas des accords de Washington, parce qu'il y a la dimension sensibilisation avant la dimension neutralisation. Je crois que nous avons eu à expliquer les termes. C'est illustratif de notre engagement, comme je l'ai encore expliqué tout à l'heure, des détricoter ou de mettre un terme au prétexte fallacieux utilisé par le Rwanda, tant sur la question du discours de haine, tant sur la question de la présence de réfugiés, aussi bien sur cette question des FDLR. Évidemment, c'est un processus sensible. Il n'est pas étonnant de voir que le Rwanda résiste parce qu'en réalité, comme on l'a démontré, les FDLR ne sont que le prétexte pour continuer les processus de pillage, mais nous sommes engagés sur le front diplomatique et nous sommes optimistes au regard de l'engagement du président de la République, mais aussi de tous les gouvernements à partir de Madame la Première ministre Judith Suminwa, pour que nous puissions, par tous les moyens, ramener la paix et libérer nos populations qui vivent dans les parties du pays sous occupation. C'est encore l'occasion une fois de réitérer ici nos encouragements pour l'attitude patriotique dont ils ont fait montre aujourd'hui, pour la plupart en tout cas. Ils n'ont pas cédé ni aux intimidations, ni aux menaces, ni aux billets de banque offerts par le père, le Rwanda et les fils M23 dans une tentative malhonnête de vouloir réclamer la fin des sanctions alors qu'ils continuent à perpétrer des crimes. Nous aurons l'occasion, Monsieur le Ministre, de revenir une autre fois au regard de l'évolution de ces sujets, mais pas seulement. Merci de votre participation à cet exercice. Je sais que les marathons vont continuer. Nous aussi, on le continuera. Merci à vous, mesdames et messieurs de la presse, d'avoir participé à cet exercice. Bonsoir chez vous. Merci.